Bonjour Anne-Laure, Bonjour Arvan. ravi d'être là aujourd'hui avec toi en chair et en os et de partager cette expérience, ce projet commun entre Danone et Artefact sur la prévision de la demande. En deux mots, je vais présenter Artefact. On est une entreprise de services spécialisée dans les sujets autour de la data, la transformation data et le data marketing. On est présent sur tous les continents et on aide les entreprises, plus de 300 marques et entreprises dans les problématiques de data marketing et de transformation data en s'appuyant sur des technologies, des compétences de conseil, de data marketing et de data science. Je vais te laisser présenter Danone rapidement. Oui, alors Danone, je pense que tout le monde connaît. Donc, on est une entreprise d'agroalimentaire française. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'on a trois principaux types de produits. Donc, les produits laitiers, bien sûr, et aussi à base de plantes, les eaux minérales et les produits médicaux et de nutrition infantile. On est présent dans plus de 120 pays et plus de 100 000 employés dans le monde. Et aujourd'hui, une de nos grosses problématiques, c'est justement lié à ce nombre de pays. En fait, aujourd'hui, on a des entités dans chacune des pays qui travaillent de manière assez indépendante. Une des grandes questions de Danone, c'est comment on s'assure d'avoir une colonne vertébrale, quelque chose de commun entre ces pays, tout en leur laissant une certaine liberté, une certaine flexibilité pour pouvoir développer le business localement. D'accord. Et du coup, dans ce contexte-là, il me semble que la prévision de la demande était une problématique importante. Si on parle de complexité, tu as parlé de différents pays, on parle de différentes catégories de produits, on parle de plus de 200 demand planners, on parle de plus de dizaines de milliers de SKU, donc beaucoup de complexité, beaucoup de data. Quels ont été pourquoi avez-vous démarré ce projet et pourquoi avez-vous eu besoin d'être accompagné sur ce projet? Tout à fait. Alors en fait, il y a quelques années, 2 à 3 ans maintenant, Danone s'est rendu compte que la donnée était sous-exploitée au sein du groupe. Et Danone a amorcé, comme beaucoup d'autres groupes, une transformation data. Donc en créant une équipe data et en commençant à mettre en place une vraie gouvernance des données. Notamment, une des premières idées a été ce projet de prévoir la demande sur nos différents produits et pour ce faire, de créer un produit qui soit à la fois partagé, mais flexible et adapté aux besoins de chacun des pays. Et pour faire ça, étant une entreprise très jeune en termes de données, même si on n'était pas du tout jeune en termes de business, on a fait appel à Artefact pour nous aider, pour nous accompagner sur le plan technique et organisationnel pour arriver à faire ce projet. Très bien. Et donc concrètement, en termes de produits, qu'est-ce qu'on a développé? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors en fait, on va prendre des données d'input qui existaient chez Danone, qui existent donc localement dans chacun des pays. Et chaque pays a ses propres sources de données. En général, ça va être les ventes, ça va être les promotions. On va avoir la donnée météo qui est importante pour les eaux minérales. On va avoir des informations de calendrier, les jours fériés, puisqu'il va y avoir des entrepôts fermés, etc. Et on a développé ensemble un algorithme de machine learning, donc avec plusieurs possibilités, notamment XGBoost et CatBoost, pour faire une prévision à 14 semaines à un grain de détail qui corresponde aux enjeux locaux et aux enjeux des produits, donc qui ne sont pas tout à fait les mêmes, encore une fois, sur l'eau et sur les produits laitiers. Donc avoir cette flexibilité-là qu'on apporte localement. D'accord. Et donc là-dessus, un des enjeux principaux n'est pas simplement de développer un modèle ou un algorithme qui fonctionne, j'imagine, mais c'est d'être capable de passer à échelle, aussi bien entre les pays et les catégories. Exactement, c'est la grande difficulté pour ne pas avoir à refaire le projet en intégralité dans chacun des pays, ce qui aurait été extrêmement coûteux et extrêmement long. Donc ce qu'on a fait, la stratégie qui a été adoptée finalement, c'est de développer ce qu'on appelle le studio, qui est un cœur finalement de machine learning qui va nous permettre d'avoir les fonctions, qui va nous permettre d'avoir toute la structure pour déployer ensuite dans les différents pays, pour adapter, pour construire par-dessus différentes briques qui nous permettent d'avoir un outil local. Et au-delà de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il était extrêmement important, au-delà de l'outil, qu'on ait aussi une méthodologie de déploiement qui soit rigoureuse et qui nous permette d'accélérer. Donc,
on a développé une équipe, donc des équipes par déploiement, qui étaient mixtes entre Danone et Artefact, donc des data scientists Danone, des data scientists, des data engineers, des product owners Artefact, et qui nous permettent d'aller dans chacun des pays, comprendre quel est le contexte local et adapter la solution, comprendre le besoin, adapter notre solution. Très bien. Donc en fait, si on résume, on a développé une technologie flexible, adaptable de machine learning qui puisse être déployée dans tous les pays. En termes de méthodes, on a développé aussi bien des méthodes de travail au sein des équipes et avec les pays que des méthodes et des templates et des processus d'implémentation stricts qui nous ont permis de diviser par 2 le temps de déploiement de la solution entre les pilotes et les rollouts, non ? Exactement. Pour les 2 premiers pilotes, on a mis à peu près 9 mois, un peu plus, à avoir une solution qui soit vraiment en production live. Pour les déploiements suivants, il nous a fallu seulement 5 mois, donc on a quasiment divisé par 2, grâce effectivement à des plannings stricts, des listes de livrables, des checklists, etc. Et bien sûr à la technologie qui nous permettait d'avoir quelque chose de flexible, une colonne vertébrale qui nous permette de construire facilement par-dessus. C'est vrai. Et en termes de parties prenantes, donc on a parlé de l'équipe data, on a parlé des équipes métiers locales, et je pense qu'un acteur important également était l'IT. Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai oublié de les mentionner, mais bien sûr, au sein des équipes, on avait des équipes informatiques de Danone qui étaient intégrées. Donc c'est à la fois des équipes locales, donc les IT sont à la fois locales et centrales, pour nous aider à extraire les données, à les structurer et à construire la plateforme également. Parfait. Et du coup, en termes d'impact, où en sommes-nous ? Alors, en termes d'impact, on a donc nos 2 pilotes qui sont déjà live depuis à peu près fin d'année 2020, début 2021. On a 4 déploiements qui sont en cours de finalisation, donc qui devraient être déployés dans les toutes prochaines semaines. On a gagné, selon les pays, jusqu'à 2 points de précision sur notre... Même 5 sur les eaux. Oui, sur les eaux un peu plus. D'ailleurs, les derniers résultats sur France, c'était même 10. Mais même 10, attention. On a un retour sur investissement qui se fera en moins d'1 an au global du projet. Et ce qu'on a construit surtout, c'est des bases pour des nouveaux cas d'usage. C'est-à-dire que déjà, on a montré que Danone pouvait utiliser un outil data, ce qui n'était pas forcément si évident. À la base, quand on est arrivés tous les 2, Danone n'avait aucun outil data en production. C'est le premier qui est en production chez Danone. On a, grâce à ce projet aussi, réussi à centraliser des données, commencer à créer une base de données commune aux différents pays, ce qui n'était pas gagné non plus, et qui va pouvoir nous permettre de continuer à construire la transformation de data de Danone, et aussi à continuer de persuader tous les pays de la valeur que la data peut avoir pour eux. Et justement, quels sont un peu les plus grands freins ou les plus grandes barrières, les plus gros challenges du projet, ceux qu'on a peut-être réussi à craquer et ceux qui nous restent encore à adresser? Oui, alors je pense qu'un des plus gros challenges, c'est ce qu'on répète un peu, c'est l'hétérogénéité des pays. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit qu'on allait faire directement un modèle pour tout le monde. On s'est dit, tout le monde, c'était peut-être un peu ambitieux, mais 10 pays. Et on a essayé de récupérer les données de ces 10 pays-là. Et finalement, on n'a jamais réussi. Et on a abandonné cette approche pour se concentrer plutôt sur 2 pilotes, donc un pour les eaux et un pour les produits laitiers, ce qui nous a permis d'avancer et d'avoir quand même des réalisations, puis de convaincre au fur et à mesure les autres pays et de déployer dans d'autres. Mais finalement, le fait que chacun des pays ait ses propres process de supply chain et ses propres données, ça crée une complexité immense qu'on a quand même réussi en grande partie à dépasser. Je pense que dans le futur, on aura toujours des challenges là-dessus. C'est sûr qu'on va continuer à rencontrer des situations qui sont hétérogènes, qu'on n'avait pas anticipées. On aura aussi, l'un des points sur lesquels il faut qu'on travaille maintenant, ça va être sur l'acceptabilité, le change management. C'est-à-dire que aujourd'hui, les demand planners utilisent cet outil dans certains pays. Il faut qu'on continue à les accompagner pour voir comment il va s'intégrer au jour le jour, comment ils vont l'utiliser, comment ils vont s'en servir et comment on peut travailler ensemble à l'améliorer.
C'est clair. C'est vrai qu'on a travaillé ensemble et avec les pays sur la compréhension des processus locaux et on a travaillé au mieux sur l'intégration de la solution dans leur quotidien. Mais le changement, on va dire, de la source du forecast et le rationnel qui vient derrière ces forecasts est très différent pour des demand planners qui avaient l'habitude de s'appuyer sur des heuristiques ou sur des prévisions qu'ils avaient fait eux-mêmes. Et du coup, donner un peu la main à un algorithme de machine learning, pour eux, peut-être culturellement, c'était quelque chose d'assez nouveau et de difficile. Tout à fait, et c'est vraiment notre devise au final de créer des solutions qui soient non pas data-driven, mais people-driven et data-enabled. On veut vraiment donner des outils data pour permettre aux gens de faire mieux leur travail. Mais effectivement, il y a toute une phase d'acculturation pour que les gens s'adaptent, de passer d'un métier où ils font de la prévision à un métier où ils regardent des prévisions, où ils vont regarder quelles sont les anomalies et où ils vont aussi intégrer, par exemple, les données que ne va pas avoir l'algorithme. Par exemple, en Espagne, c'est un très bon exemple. En janvier, il y a eu des problèmes de neige à Madrid. L'algo ne savait pas du tout comment gérer un problème de neige à Madrid et c'est les demand planners qui ont eux-mêmes ajouté cette info au résultat pour améliorer la prédiction qui était celle de l'algorithme était très fausse. Ouais. Et c'est vrai que du coup, dans la logique de développement de la solution et la logique de livraison de la solution, on n'est pas vraiment sur un processus presse-bouton où on plug l'outil et du jour au lendemain, les demand planners peuvent l'utiliser sans aucune question. On est vraiment dans une logique plus de co-création avec les équipes durant la phase de développement de l'outil de manière agile pour leur permettre de comprendre quelles sont les forces du modèle, mais également quelles sont ses limites et être capable de l'interpréter. Oui, tout à fait. Cette co-création, c'est vraiment indispensable pour qu'ils se rendent compte aussi de comment marche un modèle. Et c'est extrêmement important en termes d'acculturation de savoir un peu comment le machine learning fonctionne et quelles sont vraiment les choses indispensables. Donc, notamment avoir des données d'entrée qui sont propres, connaître un peu les biais. Et c'est indispensable aussi, évidemment, pour nous, de savoir comment les demand planners fonctionnent pour réussir à mettre en place des algorithmes qui prennent en compte tous leurs procédés. Et pour être honnête, c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue. Je pense qu'il n'est pas encore complètement dans les mœurs chez Danone et qu'il faut qu'on pousse encore pour avoir vraiment des équipes agiles qui soient des squads avec le métier. C'est clair. Et au-delà du coup du changement de la manière de penser, la manière de travailler des équipes, il nous reste encore de nouveaux défis à relever, aussi bien sur l'outil existant que sur les nouveaux pays. Oui, et sur l'outil existant, ça va être la maintenance, bien sûr, les évolutions et comment gérer un outil qui est du coup live dans plusieurs pays avec des demandes qui vont émaner des différents pays. Comment organiser ça, prioriser et gérer ça. On ne l'a pas encore complètement résolu. On avance dans cette direction-là. On est dessus, on est dessus. Mais c'est quelque chose qui va être complexe parce que chacun aura ses propres priorités chacun aura son propre budget, ses propres demandes. Comment on va réussir à harmoniser ça et à maintenir une cohérence d'ensemble voilà, on y travaille. On y travaille. Mais c'est vrai que ça, c'est un défi extrêmement intéressant pour en fait une entreprise d'avoir créé son propre produit et du coup finalement en gérer la roadmap et en gérer le déploiement de A à Z. Tout à fait, c'est passé plus à une logique finalement de product management où on va non pas seulement gérer le projet, mais gérer tout le cycle de vie du produit. Et c'est vraiment une logique qui commence à s'amorcer chez Danone. Alors probablement dans des entreprises plus tech, c'est déjà le cas, mais c'est quelque chose qu'on commence à voir avec aussi des produits donc, qui ne comprennent pas que la data science, mais aussi l'informatique. On est en train également de construire une plateforme de données qui va permettre de centraliser toutes les données du monde dans différents domaines, et ce qui va nous permettre vraiment d'avoir des produits bout à bout, à la fois de collecte de la donnée, de dashboarding, de data science, etc., et qui nous permettent d'avoir cette vision-là. Du coup, encore beaucoup de belles choses pour nous, pour continuer ce travail. Et en tout cas, merci beaucoup Anne-Laure pour avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir.